à tous et à toutes. Alors, il y a bien une chose que les machines n'auront jamais, c'est le trac. Donc, même si j'ai une longue carrière d'enseignant, se retrouver face à un public, c'est jamais quelque chose d'évident. Donc, ça, une machine ne pourra jamais le faire. Et donc, dans ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je vais revenir sur des petites choses, et en particulier, je vais commencer par une petite anecdote. J'enseigne les humanités numériques, comme ça vient d'être dit. Alors, les humanités numériques, vous allez me dire, c'est quoi cet oxymore? En fait, c'est simplement, même si ce n'est pas simple, c'est amener tout individu à s'interroger sur le monde dans lequel nous sommes, et en particulier le monde dans lequel la dimension numérique a pris cette place-ci. Une place dans laquelle nous sommes changés en tant qu'humains. Nous ne sommes plus les mêmes humains qu'il y a 30 ans, ne serait-ce qu'en moyen de communication, mais également ça change la société, la façon dont on la construit. Il y a tout un tas d'outils qui viennent en chasser d'autres de plus en plus rapidement. Et enfin, vers quel monde nous nous tournons? Et donc les humanités numériques, c'est s'interroger sur l'ensemble de ces dimensions-là. Donc j'enseigne les humanités numériques à Sciences Po et dans d'autres écoles, et nous parlions intelligence artificielle avec ces jeunes étudiants qui un jour seront des décideurs. Et donc je leur fais un cours sur comment ça fonctionne, quels sont les différents éléments, et un des jeunes qui est là me dit, voilà, monsieur, j'ai une expérience de l'IA. En fait, il est scout, et dans son camp scout, on lui demande un jour de faire une messe. Bon. On ne va pas aller sur le champ de l'interrogation du pourquoi et de ce qu'il fait, mais cela dit, il me dit, moi, je ne sais pas faire une messe. Donc, je vais demander, et il a posé la question à ChatGPT, le bien connu, pour lui fabriquer sa messe. Donc, le système lui produit un document qui a l'apparence d'une messe, qui a tout ce qu'il faut pour comporter tous les éléments qui en fait une messe, mais quand il va commencer à regarder ce qu'il y a dedans, en fait, le système a lui-même inventé, ou du moins refabriqué des passages de la Bible. C'est-à-dire que ChatGPT, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a fait ce système? C'est-à-dire que, manquant d'informations, il est simplement allé chercher des éléments qui ressemblent les plus proches, les plus pertinents au sens d'un calcul de probabilité. Et donc le texte est parfait du point de vue de la sémantique, de l'organisation du texte, mais le contenu est complètement farfelu. Donc, vous voyez, dans cette petite anecdote, il y a énormément de choses. Déjà, la première chose, c'est que, oui, on a un système qui peut répondre à toutes les questions. Sauf que ce système, en soi, pose un problème. Il nous sort quelque chose qui a l'allure de quelque chose de parfait, qui en a l'odeur, excusez la comparaison, mais en même temps qui comporte en lui tout un tas d'éléments que seul le regard critique de l'humain peut détecter. Donc ça, c'est une petite anecdote pour mon petit étudiant, mais la question s'est posée pour des avocats, s'est posée pour des programmeurs, s'est posée pour des enseignants. C'est-à-dire que dès on est face à des systèmes qui nous remettent en situation à re-questionner la production du savoir, la production des connaissances, et le seul moyen qu'on va avoir, c'est d'être en capacité de faire le choix et de faire le tri. Donc en fait, ce qui est intéressant à observer là-dedans, il y a plusieurs choses. Déjà, évidemment, ça nous amène dans une nouvelle relation à la machine. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui questionne le paradigme de la machine et de l'automatisation. Ce paradigme, auparavant, nous mettait dans la situation où, quand je confiais à une machine automatisée une tâche, je pouvais lui faire confiance. Prenez par exemple un robot dans une chaîne automatisée de production de voitures. Une fois que le programme est fait, qu'il a été testé, aux dérives près qui sont simplement dues à l'usage, on peut être certain que le robot va faire toutes les tâches pour lesquelles il a été programmé. N'importe quel de ces outils-là, que ce soit un logiciel qui va gérer, je sais pas moi, faire une gestion de stock, etc., vous pouvez automatiser tout un tas de tâches, et en fait, la machine est là simplement pour prendre le relais, faire éventuellement mieux que nous, et de façon plus fiable, un certain nombre de tâches sans en dévier. Ça, c'est le paradigme précédent. Avec l'arrivée des outils qu'on classe dans la grande catégorie de l'intelligence artificielle, rappelons quand même que l'intelligence artificielle est un champ disciplinaire des sciences du numérique. Donc avec ces outils-là, le paradigme change. C'est-à-dire que nous avons affaire à des outils qui nous mettent en situation à produire des contenus, du savoir, des réponses, etc., qui, elles, ont l'allure de quelque chose qui est de confiance, mais en fait qui ne le sont pas. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui va produire
une information, un contenu, un texte, etc., avec un degré de probabilité de confiance. C'est-à-dire que vous allez avoir, c'est fiable à 90%, c'est fiable à 80%, c'est fiable à 50%. Et en fait, ça modifie radicalement la façon dont on va interagir avec ces machines-là. Ça nous demande de changer notre façon d'interagir avec eux. En fait, c'est Noam Chomsky qui interroge, à un moment donné, dans un de ses textes, la façon dont nous devenons, quel genre de créature nous devenons, quant à avoir tout un tas de ces outils qui peuplent notre quotidien. Et en fait, il interroge la créature que nous venons, et puis il s'interroge aussi sur toutes les béquilles numériques qui viennent nous outiller. Et en fait, ce qui relève de l'intelligence artificielle, c'est une belle béquille qui a toute l'allure d'une béquille qui est fiable, mais en fait pour laquelle il va falloir en permanence vérifier qu'elle va nous maintenir, ou du moins qu'elle va faire la tâche pour laquelle on l'a fabriquée. Et ça, c'est quelque chose de central dans la réflexion qu'on doit mener sur la relation qu'on entretient à ces nouveaux outils qui viennent petit à petit s'installer dans nos vies. Alors évidemment, en novembre 2022 est arrivé ChatGPT, mais l'IA et les systèmes d'IA ne datent pas de novembre 2022. C'est tout un tas de choses que l'on connaît depuis très longtemps. Et votre téléphone ou la box qui est chez vous intègre des éléments qui relèvent de l'IA depuis bien plus longtemps. Donc ça demande quand même de nous interroger sur ces aspects-là. Alors je ne suis pas en train de dire tout ça est à mettre à la poubelle. La question, c'est plutôt... Alors, pour moi, il y a des choses qui sont épatantes, évidemment. Les choses épatantes sont du point de vue de la technique. Si nous sommes capables de faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a disposé du génie qui nous permettait de construire les machines, les réseaux, les ordinateurs, qui permettent de traiter des monceaux et des montagnes de données, qui permettent à une machine de donner l'illusion qu'elle est capable d'être un interlocuteur. Ça, c'est épatant. Alors, dans l'exposé d'Aurélie Jean, on sait que ça a un coût environnemental, un coût énergétique, etc. Mais cela dit, ça, c'est épatant. La question qui maintenant nous revient, c'est ce changement de paradigme, c'est épatant, mais la question qui va nous revenir maintenant, c'est plutôt, mais nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et en fait, comme je l'abordais un petit peu dans le début de mon intervention, c'est que il faut remettre de l'humain, et l'humain est hyper important. Qu'est-ce qui va permettre de discriminer ce que la machine a produit est valable ou pas? C'est les compétences métiers que je vais conserver. Si je perds cette capacité à être critique, si je perds la capacité à savoir ce qui relève de la Bible, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, ou ce qui ne relève pas de la Bible, ou si je prends l'exemple d'un avocat, ce qui est une jurisprudence, une véritable jurisprudence, ou si c'est une jurisprudence qui a été construite de toutes pièces par assemblage d'éléments d'apprentissage, si je perds cette compétence-là, là, il y a quelque chose qui va vraiment nous poser problème. Nous poser problème parce qu'on va confier nos actes de décision à des machines dont on sait pertinemment qu'elles produisent quelque chose qui peut être potentiellement faux. Donc, toute cette question nous revient donc dans la façon dont on va préserver nos capacités à être critiques, nous former à comment fonctionnent ces machines, parce que savoir comment ça fonctionne, c'est aussi un moyen de pouvoir décoder ce qu'elles sont capables de produire ou pas, se former et garder les compétences qui sont les nôtres dans les différents métiers. Vous prenez un programmeur, il peut très bien demander à ChatGPT de lui fabriquer un bout de code, mais un programmeur vous dira que ce que produit ChatGPT n'est pas recevable. Donc en fait, qu'est-ce qui va permettre de distinguer un programmeur de quelqu'un qui utilise un logiciel en pensant qu'il est un spécialiste? C'est celui qui va être capable de discriminer ce qui relève d'un code de confiance, un code qui est implémentable, un code qui est utilisable, d'un autre qui a été fabriqué par une machine. Donc il y a une nécessité qui nous est impérieuse de maîtriser les outils sur l'ensemble de la chaîne. Et ça, pour moi, et on parlait tout à l'heure de démocratie, de citoyenneté, pour moi, c'est un acte de citoyenneté. C'est à la fois une question de métier. Je possède les compétences et ce n'est pas la machine qui va les posséder. L'humain est celui qui a le dernier mot. On le voit en médecine, on devrait le voir dans des applications militaires, ce qui n'est pas le cas dans plein de théâtres de guerre qui sont terribles. Mais l'humain a le dernier mot, est capable de discriminer, de faire un choix et de choisir ce qui relève des bons choix. Et la deuxième chose, c'est que dans la démocratie, penser l'IA, ça suppose que les citoyens soient capables
de comprendre ce à quoi ils ont affaire. Si je veux pouvoir débattre de l'IA, de sa place et de la société que nous construisons avec ça, il faut que je puisse comprendre ce que j'ai entre les mains. Et donc, se former, garder nos métiers, garder les compétences qui sont les nôtres dans l'ensemble du spectre de l'activité inventive de l'humain, parce qu'une machine ne sera jamais en capacité d'inventer, eh ben, c'est aussi, au-delà de la réalisation d'une tâche, c'est une affaire de société et de la qualité de la société que nous allons produire. Et quand on parle de démocratie, la démocratie, ce n'est pas simplement mettre un billet de vote, c'est aussi et c'est surtout être capable de questionner et d'interroger avec à bon escient les grands enjeux de la société et l'IA en est un. Voilà. Merci beaucoup.